élevées et les gamma-GT normales. C'est le diagnostic qu'on a avec un pruite. Je parle de la conduite. Là, La conduite à tenir, quand ils dépassent les 40, il y a un risque de mort fœtale in utero. Alors, actuellement, toutes les sociétés savantes s'accordent à dire qu'il faut hâter l'accouchement à 38 semaines. Quand vous avez un taux entre 40 et 100. Si les taux dépassent 100, le risque de mort fœtale in utero, il est imminent. L'accouchement doit se faire avant 37 semaines. D'accord, j'ai compris. Les selles biliaires suffisent. Oui. C'est les selles biliaires qui font le pronostic. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant, les complications des césariennes. Professeur Mansour. Moi, je vais compléter avec le professeur Mansour. Donc, toute césarienne qui est des césariennes d'hypercréta. C'est comme ça, professeur Mansour. Qui est des césariennes, c'est comme la juillet. Qui est des césariennes, il faut penser au percréta ou la grossesse sur cicatrice, bien sûr. Et avec. C'est bon. Alors, devant toute cicatrice de la césarienne, il faut penser au percréta ou la grossesse sur non, cicatrice. alors, vous savez que la médecine, c'est pas 1 + 1 = 2. Ce n'est pas parce qu'il y a une cicatrice de césarienne qu'il y aura forcément un percréta ou un incréta. Mais ça a été donc prouvé et remarqué dans toutes les études que plus c'est-à-dire il y a des césariens, plus on est exposé à faire de placenta c'est-à-dire une anomalie d'insertion placentaire. Ce n'est pas du systématique, mais c'est un risque, c'est un surrisque. Et pour ce qui est vous avez parlé de rupture utérine. Oui. J'ai pas compris. Vous avez tout associé la rupture utérine. Vous savez, la majorité, c'est la déhiscence. Oui, enfin, quand on parle de rupture utérine, c'est bien sûr, la rupture utérine, c'est quand vous avez les 3 tuniques, c'est l'équivalent d'une déhiscence sur une cicatrice. Vous savez que sur un utérus cicatriciel, la hantise que tout obstétricien a derrière la tête, c'est la possibilité d'avoir une rupture utérine. C'est vrai que la rupture utérine, ou comme vous dites la déhiscence, c'est un accident qui est rare, heureusement il est rare, mais quand même quand il est là, il a des conséquences, une morbidité importante, que ce soit sur le plan maternel que sur le plan fœtal. Heureusement, elle n'est pas fréquente, elle est de l'ordre de 0,5 à 1%, mais quand même, c'est une complication qui peut être fatale pour la maman et pour l'enfant. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Mansour? Non, il n'y a pas. Professeur Adja, moi j'ai un... Il est là, il arrive. Ah, il y a une question. Attends le micro. Usez le micro. Je vous remercie pour votre communication, très intéressante pour nous. C'est à vous. Parce qu'il faut savoir que le suicide maternel, maintenant, il est classé parmi les causes de mortalité dans la classification OMS des causes de décès. Et c'est une cause qui prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce que les autres étiologies, on arrive à les gérer. Les complications hémorragiques, les complications d'hypertension artérielle. Et nous, en Algérie, on a des décès maternels en rapport avec le suicide secondaire aux dépressions. Comme vous avez très bien souligné que normalement, actuellement, l'OMS prolonge la durée de surveillance des post-accouchés et définit la mortalité maternelle jusqu'à 1 an. Le problème, c'est qu'en Algérie, on est toujours à 42 jours et qu'on n'arrive pas à recenser ces décès maternels post-suicide après les 42 jours, parce que la majorité
se fasse après les 42 jours. Et moi-même, j'ai eu un cas de suicide. C'est une patiente que j'ai opérée pour une chag qui est passée 1 mois en réanimation. Et puis, on l'a fait sortir de la réanimation au post-opératoire et elle a pris 30 comprimés d'acébutolol Sectral. Elle s'est suivie 22 ans, elle avait 22 ans. Donc, pour la prévention, dans nos services, il y a les psychologues. Est-ce qu'on peut compter sur les psychologues pour détecter les prémices, les premiers symptômes, les signes? Ou bien faut-il, comment faire pour lutter contre la mortalité par suicide secondaire aux dépressions? Merci. Non, on passe en Occident, s'ils ont des statistiques, s'ils parlent, là-bas il y a des unités de santé mentale au sein des centres de gynéco-obstétrique pour prendre en charge ces dépressions du postpartum et pour prendre en charge tout ce qu'on a vu tout à l'heure, des cancers du sein et tout ça. J'étais traumatisé à mon âge, j'étais traumatisé rien que pour ces images. L'idéal, c'est de mettre là. Maintenant, il n'y en a pas. Demander aux femmes d'aller consulter à l'hôpital psychiatrique à France Fanon ou Edrir, notre ami Belouz, il nous envoie certains. Surtout, il y a une problématique qu'il faut qu'on traite un jour à Boalem, c'est les avortements, les problèmes d'avortement. On reçoit énormément des femmes qui ont des bébés polymal formés, c'est des monstres qui ne vont pas vivre, mais personne ne peut prendre la décision. Des fois, personne n'assume ses responsabilités par rapport à ça. Là, c'est un autre débat et tout ça. Donc, la prise en charge, oui, mais après chez nous, oui, les psychologues, ils sont formés au dépistage de la dépression. Des facteurs de risque, j'ai cité là tout à l'heure, il y en a 5. Il y a un antécédent, est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce que le niveau socio-économique il est élevé, il est bas? Est-ce que le sujet il est jeune? Les mamans qui sont jeunes, ou bien célibataires. Il y en a énormément de mamans célibataires. Il y a une patiente, tu m'as appelé Boalem, elle est toujours avec son mari, mais en relation conflictuelle. Avec celle qui ne mange pas et qui a des vomissements pratiquement. Voilà. Et puis le soutien, le manque de soutien psychosocial. Un psychologue, il peut chercher effectivement tout ça. Un traitement, c'est facile de mettre un traitement. Un médecin généraliste, un gynécologue, il peut prescrire de la paroxétine ou de la débuzolate, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais l'essentiel dans la prise en charge, c'est le soutien. Il faut les accompagner. Voilà. Moi, j'ai un cas clinique qui est vrai, hein, quand j'étais résident. Donc, c'est une psychologue, elle accouche un bel enfant, 3,5 kg, son mari architecte, puis elle renaît son enfant et elle invente qu'il est trisomique. Il n'est pas trisomique. 15 jours après, elle se suicide. Oh là là. Ça fait longtemps, hein, quand j'étais dans. Votre avis. On est dans. Tu viens de rapporter ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que la dépression, selon le DSM, c'est donc des symptômes tristesse, etc., etc. Seulement, il y a énormément de symptômes qui ne sont pas retenus par le DSM. Vous savez, les Américains ils sont pragmatiques. Il y a des symptômes, c'est des consensus. Est-ce qu'on retient l'anxiété ou pas parmi les critères diagnostiques? Il y a énormément de sentiments d'être à bout, dépassé, les idées de faire du mal, l'inquiétude obsessionnelle concernant. C'est à la limite, c'est délirant. C'est à la limite, c'est délirant. Elle croit que son enfant, il est trisomique ou là, il a un cancer et tout ça. Ouais. Il y a de la culpabilité, il y a des sentiments d'inutilité qui peuvent précipiter le passage à l'acte. Mais pourquoi on a parlé tout à l'heure des maris? Il y a des maris qui s'occupent, qui sont là, mais il y a beaucoup de maris qui ne croient pas. Ils ne croient pas. Mais il n'y a pas que les maris. Il y a des gens, qui ne croient pas à l'existence de la santé mentale. Ils disent que les femmes dans des situations, elles n'arrivent pas à verbaliser ni à expliquer. Et puis il y a toute la culture. Une femme qui vient d'accoucher, un événement heureux, là, elle va dire que je me sens inutile. Qui va la croire? D'où l'intérêt de mettre, des professionnels de la santé mentale pour s'occuper de ces femmes-là, parce que c'est une catastrophe. Le suicide, les entraîne, le suicide en France, c'est la cause numéro 1, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est des conséquences sur l'avenir. Je termine une petite phrase, je termine. Les jeunes qui nous emmerdent, les jeunes toxicomanes, excusez-moi du terme d'emmerder. Il n'y a pas une toxicomanie heureuse.
Que je vois, ils prennent des toxiques parce qu'ils ont tous des histoires. Quand on fait des études, si vous parlez avec les collègues ils font des études sur la toxicomanie, etc. Les antécédents, c'est des mamans qui étaient malades, battues, etc., et qui produisent ce qu'on voit à l'extérieur. À chaque fois, à chaque occasion, quand on fait une étude sur la toxicomanie, les passages à l'acte, la violence, on retrouve des antécédents familiaux très chargés, chez les mamans qui étaient dépressives. Les femmes, elles dépriment énormément. La courbe de la dépression chez la femme, elle est parallèle à la courbe des oestrogènes. Ça monte, ça descend. Voilà, et on se suicide énormément à la faveur des femmes, elles dépriment à chaque 15e du jour, à chaque règle, c'est une dépression, une mini-dépression. À la naissance, au niveau de, comment elle s'appelle, la ménopause. Moi, j'ai compris, vous nous dites aux médecins généralistes, aux sages-femmes, à l'obstétricien, il faut apprendre le dépistage. Oui, il faut mettre message. il faut le mettre, il faut l'organiser. Le message, c'est ça. Organise ça dans ton service. Voilà. Tu as des psychologues et des sages-femmes, c'est facile, c'est très facile. Donc, votre message est clair. Oui, il faut organiser ça, on est au sein. Parce qu'on ne peut pas leur dire روح لدريد حسين ولا روح لفرنسا ولا ici ولا روح l'autre. C'est important, c'est très important. Merci beaucoup, professeur Adjan. Merci à vous. Docteur Hamoudi, est-ce que vous avez des questions pour le docteur Hamoudi? Diabète et grossesse. De toute façon, s'il n'y a pas, je vais inventer. Monsieur Oukid. Je voudrais rappeler que les sages-femmes, c'est la cheville ouvrière de la prise en charge de la maman. Et moi, je suis un peu étonné pourquoi, dans cette journée, je n'ai pas remarqué, je n'ai pas entendu les sages-femmes parler ou participer. C'est la remarque Takhali. Alors qu'elles doivent faire partie intégrante des journées comme celle-ci. Parce que la dépression du postpartum, tout ça, c'est les sages-femmes qui sont à côté, qui peuvent dépister aussi. Voilà. Parce que c'est un drame quand on perd une malade comme ça. Absolument. Docteur Hamoudi, Oui. moi j'ai compris, si je me trompe, vous me dites, j'ai compris que la femme diabétique, type 1 ou type 2, on s'en fout, on parle de la prise en charge. Oui. Elles accouchent toutes. L'indication, elle est obstétricale ou autre. Oui. C'est ça? Oui. Mais pourquoi le déclenchement? Le déclenchement à partir de parce que le risque de complications à type surtout de Non, vous dites qu'il est bien équilibré. non, c'est quand on parle d'une femme avec un diabète gestationnel bien équilibré, son régime, son retentissement maternel, ni maternel ni fœtal, la grossesse elle est considérée comme une grossesse normale. Elle ne doit pas bénéficier d'une prise en charge particulière. Par contre, une patiente qui présente un diabète préexistant, les risques de complications fœtales sont plus importants. Je parle d'un diabète bien équilibré. Bien équilibré, préexistant. Oui, oui. Lorsqu'il est préexistant, le risque de retentissement fœtal il est plus important. Parce que si on revient à la physiopathologie dont on a parlé tout à l'heure, que les patientes présentant un diabète préexistant, c'est des patientes associant d'autres comorbidités, notamment l'obésité, l'augmentation de taux de dyslipidémie, c'est des patientes hypertendues, c'est des néphropathes. Donc le fœtus, déjà c'est un fœtus qui a subi tout au long de la grossesse, non seulement le passage du glucose, mais également le passage de lipides. Donc, c'est des fœtus qui sont fragiles, macrosomes. Le risque d'AMIE est encore plus important. Sans oublier que lorsqu'il s'associe à un déséquilibre glycémique, le risque de mort fœtale et de souffrance fœtale postnatale est encore plus important. C'est pour ça, dès l'obtention d'une maturation pulmonaire au-delà de 38 semaines, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de plus à gagner dans le maintien de la grossesse. Au contraire, on expose au risque d'AMIE et d'autres complications. Donc, l'idéal, c'est de le déclencher, bien sûr, avec une surveillance postnatale. Ok. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions pour le docteur Hamoudi? Ah oui? Bon. J'ai beaucoup de questions justement à poser à Mme Mahmoudi en matière de prise en charge des femmes enceintes diabétiques. D'accord, oui. Normalement, cette journée et votre question, nous devrions sortir avec des recommandations de prise en charge des malades diabétiques. Oui, bien sûr. La prise en charge qui se fait actuellement, personnellement, je ne suis pas d'accord du tout de cette prise en charge. Vous demandez l'avis de l'endocrinologue
pour que vous équilibrez la glycémie, alors qu'au niveau des services, vous avez tous les moyens de le faire. Vous demandez à un endocrinologue, un diabétologue, de vous équilibrer la glycémie, de telle façon à dire, madame, vous pouvez suivre votre grossesse, etc. Il n'y a aucun problème et tout. Et la question qu'il avait posée, monsieur, le déclenchement de l'accouchement pose un problème. Pose un problème. Je vous le dis, pose un problème, effectivement. Ce n'est pas sur le plan conduite à tenir devant une femme diabétique et grossesse, qu'elle soit. D'abord, il faut séparer les multipares et les nullipares. Et enfin, la primipare. Voilà. Pour ce qui est de la glycémie, vous traitez à l'insuline, on traite à l'insuline. Vous avez des limites de la glycémie qu'il ne faut pas dépasser. À 0,95, vous n'avez pas parlé de régime. J'ai parlé du régime. Vous avez parlé, eh bien, je n'ai pas entendu, mais pardon. Et l'insuline, pourquoi qu'on augmente? Pourquoi on augmente l'insulinémie? Enfin, l'insuline pour équilibrer le diabète. Ça, c'est une question. D'accord. Et que, en principe, la conduite pratique de diabétique doit être hospitalisée et l'équilibre se fait à l'hôpital, pas à l'externe. Donc, je vous pose la question, quelles seraient les recommandations d'aujourd'hui pour la prise en charge de femmes diabétiques enceintes et la conduite pratique, le suivi dans l'accouchement, de sa prise en charge pendant le 9e mois pour l'accouchement par voie haute ou l'accouchement par voie basse? Donc, quels sont les éléments qui vous orientent vers la césarienne ou l'accouchement par voie basse? D'accord. Pardon, merci. Donc, merci. Donc, pour la première question, vous m'avez parlé que pourquoi il faut augmenter l'insulinothérapie chez la femme enceinte. Donc, la réponse, je pense, elle est simple. Si on revient toujours à la physiopathologie, donc le premier trimestre, c'est une période qu'on appelle une période trophique, c'est-à-dire sous l'action oestrogénique, progestative et de l'ACG. C'est selon les modifications physiologiques normales au cours de la grossesse, c'est une période ce qu'on appelle un métabolisme anabolisant, c'est-à-dire la patiente, tout ce qu'elle mange, elle va l'envoyer sous forme de réserve, le glucose en glycogène, les acides gras en lipides, et également sous la même action hormonale, on aura l'augmentation de la sensibilité tissulaire ou l'insuline. Donc, systématiquement, au premier trimestre, la patiente, qu'est-ce qu'elle va sentir? C'est d'avoir des hypoglycémies au T1. Donc, si la patiente, elle a déjà de façon physiologique une tendance à l'hypoglycémie, systématiquement, si c'est une patiente diabétique sous insuline, il faut réduire les doses d'insuline parce qu'on va aggraver l'hypoglycémie. Au deuxième trimestre, à partir de 20 semaines, il y a l'installation du placenta. Il y a la sécrétion d'une hormone, ce qu'on appelle l'HPL, ou l'hormone placentaire lactogène. Cette hormone, premièrement, elle va entraîner un passage vers un métabolisme catabolisant, c'est-à-dire la dégradation des réserves en glucose et en acide gras. Donc, on aura plus de disponibilité de glucose dans le sang. C'est le premier phénomène. Le deuxième, c'est que cette hormone va entraîner l'augmentation de l'insulinorésistance tissulaire à l'insuline. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La patiente, elle aura systématiquement une tendance aux hyperglycémies. Une diabétique donc une diabétique connue avec un diabète préexistant, le risque majeur, c'est l'acidocétose diabétique, qui bien sûr c'est une urgence vitale et qui bien sûr doit être gérée au niveau hospitalier. Donc systématiquement, le premier geste à venir, c'est d'augmenter les doses d'insuline. Et quand on connaît cette physiologie, le but de le connaître, c'est beaucoup plus, c'est d'anticiper. C'est-à-dire, on ne va pas attendre la patiente jusqu'à ce qu'elle fasse des hypoglycémies ou jusqu'à qu'elle rentre dans un contexte d'acidocétose pour réajuster ses doses. Donc, dès le début de grossesse, on réduit. Au passage, au-delà de 20 semaines, on doit également réajuster pour éviter le risque d'acidocétose. Je pense, vous êtes satisfait de la réponse. Merci, Dr Mahmoudi. Je pense que c'est bon. On va appeler le président de la journée et le staff, les organisateurs, pour clôturer la séance. J'appelle professeur Ouki, président d'honneur de cette journée. Professeur Bellouz.
J'appelle Dr Hadjout. Donc, au nom de l'Association des médecins généralistes de la Wilaya de Béjaïa, je tiens à vous remercier, vous tous, qui ont attendu jusqu'à cette heure tardive, qui dénote encore une fois de l'intérêt que vous portez à la formation médicale continue. Je tiens aussi à remercier énormément, au nom de l'Association des médecins généralistes, le professeur Ouki, c'est notre aîné. Il est présent, toujours avec nous. C'est un grand honneur aussi qu'il soit avec nous. Je remercie aussi le professeur Berkat, c'est notre aîné. Il a été présent avec nous, c'est un grand honneur. Je remercie le professeur Bellouz, avec qui on a collaboré pour la réalisation de cette journée. Ça a été vraiment un grand plaisir, une grande réussite. On a pu quand même réaliser cette journée. Grâce à lui, on a ramené quand même des communicants qui ont beaucoup d'expérience, d'expertise. Et je remercie en même temps tous les orateurs qui se sont déplacés pour communiquer lors de cette journée. Je remercie aussi les laboratoires pharmaceutiques qui nous ont aidés pour la réalisation de cette journée. Je remercie le recteur de l'université qui nous a donné cet auditorium. Je remercie tous les gens qui nous ont aidés de loin ou de près pour la réalisation de cette journée. Et sans plus tarder, je passe la parole au professeur Ouki. Écoutez, c'est trop d'honneur, Monsieur le Président, que vous me faites. Je remercie tout le monde, je remercie tout Béjaïa pour son hospitalité. Je remercie les organisateurs, les participants, les orateurs pour tout le travail qui a été fait et surtout pour Laura qui laisse à l'université de Béjaïa qui est en train de lancer. Et c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est que je vois que Béjaïa est en train elle n'est pas en train, elle est lancée sur le plan universitaire. Le train est pris, c'est bon. Maintenant, on attend les résultats. Je vous remercie. J'ai oublié de remercier aussi tous les membres du bureau de l'AMGLB. C'est des gens, la plupart, ils ont travaillé vraiment énormément. Donc, je les remercie énormément pour le travail qu'ils ont fourni pour la réussite de cette journée. Et j'annonce la clôture de cette journée et je vous dis à une autre fois, Inch'Allah. Je vous annonce que le prochain congrès de l'Association des médecins généralistes de la Wilaya de Béjaïa donc, est pour le 16 et le 17 avril 2026. C'est le congrès national de médecine générale. Voilà. Je remercie l'assistance. Donc, je vous remercie tous et à la prochaine, Inch'Allah.